Et merci d'être avec nous sur CNews. Les voix de l'info, c'est 2 heures d'analyse, de débat, de confrontation des points de vue sur des sujets qui nous concernent tous, et notamment le logement, avec la réforme, ou plutôt les mesures qui ont été annoncées aujourd'hui. Alors, quels changements concrets? À quoi peut-on s'attendre? Et puis nous parlerons aussi des logements de demain. Où habiterez-vous? À quoi vont ressembler vos logements? Et bien sûr, tous ces aspects, le débat avec nos invités. Alain Dinin, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes le président et directeur général de Nexity. Nexity, c'est un grand groupe immobilier et vous employez plus de 7000 personnes dans ce secteur. Avec nous également Pierre Madec, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques, c'est l'OFCE notamment. Vous êtes spécialisé dans l'immobilier et le logement. À vos côtés, c'est Stéphane Dauphin, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes directeur général de Paris Habitat. C'est le plus gros bailleur social d'Île-de-France. Et enfin, sur ce plateau, Vincent Pavanello, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes entrepreneur, vous êtes le co-auteur de ce livre qu'on va voir affiché à l'écran, L'immobilier de demain, des rentiers aux entrepreneurs. Et vous êtes à l'origine de la Real Estate, on va en parler, spécialisée dans les nouvelles technologies du secteur immobilier. Mais tout d'abord, messieurs, Alain Dinin, est-ce que cette réforme du logement, ces mesures, cet ensemble qui a été présenté, est-ce qu'il a été pensé, construit, avec vous, ici autour de la table, avec vous, les professionnels du secteur? Alors, est-ce qu'on a été consulté, associé, oui, etc. La réponse est oui. Après, est-ce qu'ils ont tenu compte de ce qu'on a dit? Ça, c'est autre chose. Ce sont des vraies nuances. Voilà. Mais on a beaucoup échangé. On a échangé avec l'ensemble des ministres et avec l'ensemble de leur cabinet sur ces sujets-là. Je ne suis pas sûr que le timing était totalement compatible avec la possibilité qu'on ait de faire un vrai plan logement. Stéphane Dauphin, même question. Vous avez été reçu, mais est-ce que vous avez été écouté et suivi? Je confirme effectivement qu'il y a eu un dialogue avec l'Union sociale pour l'habitat, les différentes fédérations, mais on a plutôt eu l'impression qu'il y a un dialogue à une voix. En tout cas, beaucoup de questions posées et peu de réponses apportées. Et ces derniers jours, une absence de réponse qui confirmait les intuitions qui fuitaient ces derniers temps dans les relations, dans la presse. On va évoquer différents aspects, mais d'abord de manière générale, Pierre Madec, est-ce que le gouvernement, comment est-ce qu'il appréhende les acteurs de ce secteur, tout simplement? Comment est-ce qu'il voit, est-ce qu'il perçoit les propriétaires? Est-ce qu'il les perçoit parfois comme des rentiers? C'est ce qu'on dit, est-ce que c'est le cas? Alors, on ne peut pas dire ça suite aux annonces de ce matin. Ce qu'on peut dire, c'est que le gouvernement a une volonté de créer le fameux choc d'offres qu'on nous vend depuis maintenant plusieurs semaines. Et il y a une volonté qui est encore plus grande, c'est de faire des économies sur la politique du logement. Donc, il y a eu des annonces en juillet sur la baisse de 5 € des aides personnelles au logement. Ces annonces se sont basées sur, en fait, beaucoup de contre-vérités, énormément de contre-vérités qui circulent autour des aides personnelles au logement. Et puis, du coup, il y a eu une petite révolte d'un certain nombre d'acteurs durant l'été, au moment de ces annonces. Et on a un peu l'impression que le gouvernement a réagi en annonçant un projet de loi qui serait présenté au mois de septembre, et que depuis, on essaie un peu de rattraper la machine avec des propositions qui visent à développer l'offre, mais en fait avec des dispositifs qui n'ont rien de révolutionnaire. C'est des dispositifs de recentrage, soit de dispositifs existants, soit des mesures fiscales qui ont déjà été testées et retestées en 2015, puis avant ça au début des années 2000. Donc on a du mal quand même à voir. On comprend bien les objectifs du gouvernement. Vous dites vieille recette vieille recette, et hélas on connaît un peu les résultats. Ce qui est un peu nouveau, c'est les restrictions budgétaires très fortes qui sont apportées sur le champ des aides personnelles. Ça, c'est un peu nouveau. C'est pas pour autant que ce sera bénéfique. C'est votre avis, Alain Dinin? Sur les propriétaires, sont-ils tous rentiers? C'est le titre de cette petite séquence. Je pense d'abord qu'il faudrait dire que les propriétaires et les occupants sont d'abord des vaches à lait pour le gouvernement. Les prélèvements fiscaux, parce qu'on parle beaucoup de ces fameux 42 milliards qui sont l'aide au logement et sur lesquels on pourra revenir. Il y a une grande partie qui est l'APL. Et l'APL, il faudra le rappeler quand même à un moment donné, c'est fait pour aider les populations les plus défavorisées. On va en parler. L'APL, c'est pour ces gens-là. Bon, donc 42 milliards. En face des 42 milliards, savez-vous combien il y a de recettes fiscales sur l'immobilier en 2016? C'est le Conseil national des comptes du logement, donc l'État, qui le publie, dit 68 milliards. Donc 42 milliards de dépenses, 68 milliards de recettes. Vous êtes en train de nous dire que finalement l'État gagne beaucoup plus dans ce secteur qu'il ne dépense, contrairement à ce qui est souvent dit. Oui, oui. Donc en tout cas, dire les dépenses de l'État dans le logement sont excessives en oubliant les recettes, mais peut-être à mettre en perspective un sujet pour la rente. En 2009, les 68 milliards de prélèvements fiscaux, c'était 54 milliards.
C'est-à-dire qu'en 8 ans, on a augmenté de 15 milliards la taxe sur les propriétaires et sur les occupants. C'est un des sujets majeurs du dispositif. Vous allez directement, vous, dans le cœur du sujet qui vous concerne. Vous nous dites l'immobilier est surtaxé en France. Et c'est un des éléments du prix de vente. Voilà. Aujourd'hui, si vous détenez un logement pendant 10 ans, neuf, de 200 000 euros, vous allez avoir 56% de taxes dessus, c'est-à-dire qu'il faudra le vendre plus de 300 000 euros pour juste récupérer les impôts. En Allemagne, pendant la même période, vous n'aurez payé que 26% de taxes, donc 30% d'écart. Le pari que je proposerais à ceux qui pensent que les propriétaires ou les occupants sont rentiers, il y a aussi les droits de mutation, etc., c'est de dire, mettons-nous sur le même régime que l'Allemagne, mettons 30% de fiscalité au lieu de 56% sur 10 ans, et on n'a plus besoin des 42 milliards de l'aide de l'État. Mais est-ce que c'est le cas, Vincent Pavanello? Est-ce que vraiment l'immobilier français est surtaxé? Les professionnels se plaignent de manière vraiment récurrente d'un secteur surtaxé à la construction, à la détention, à la revente, à la rénovation. Est-ce que c'est le cas? Le secteur immobilier ressemble aux autres secteurs de l'économie française. Il est très taxé et il est très aidé. Ça, je crois que c'est un peu C'est une bascule. Oui, le tableau. Il y a les aides aussi. Non, mais il y a les aides aussi, 60 et 20 ou 68 et 20, c'est effectivement des chiffres. Juste, nous, si on a sous-titré notre livre des rentiers aux entrepreneurs, c'est qu'on pense que le secteur n'est pas seulement un secteur de rentiers. Et pour comprendre ça, je pense qu'il faut revenir à la base. Pourquoi on a dit que le secteur immobilier était un secteur de rentiers? Parce qu'on est parti du foncier. Et effectivement, malgré 2000 ans de recherche, on ne sait pas créer du foncier. Le foncier, c'est une donnée limitée à l'échelle du globe, et donc on ne sait pas en créer. Donc celui qui est propriétaire, a priori, il n'a pas vraiment de concurrents nouveaux qui vont arriver dans les années à venir. Ça, c'est vrai pour le foncier, c'est pas vrai pour le bâti. Et je pense que c'est ça l'image qu'il faut casser. Et l'idée qu'il faut casser, la contre-vérité qui est reprise par les politiques, c'est que le bâti serait du rentier. Non, on peut construire, on peut surélever, on peut détruire et reconstruire, on peut faire des choses bien et des choses qui sont moins bien, on peut faire de la qualité, on peut faire de la non-qualité. Donc le bâti, c'est vraiment l'endroit des entrepreneurs, à la différence du foncier. Voilà pour la mise au point et pas forcément tous rentiers. On va insister quand même maintenant sur les APL, et ça vous concerne en priorité, Stéphane Dauphin, les bailleurs sociaux. On va écouter ce qu'a dit le secrétaire d'État auprès du ministre, Julien Denormandie. Pour finaliser les budgets désignés et votés auparavant, une baisse de 5 € du montant des APL qui prendra effet au 1er octobre. Aujourd'hui, le problème, ce n'est pas les APL, le problème, c'est le montant des loyers. Si vous faites diminuer le montant des loyers, automatiquement, vous faites diminuer le montant des APL. Comme vous l'aurez compris, le premier axe de la stratégie de construire plus et moins cher doit permettre, notamment dans le parc privé, de faire diminuer les loyers. Évidemment, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Alors Stéphane Dauphin, ça c'est important parce que cette réduction, elle vous donne des sueurs froides. Et vous dites d'ailleurs que ça ne va pas être indolore pour nous tous, qu'il va y avoir des conséquences. On va rappeler aux téléspectateurs que c'est vous, les bailleurs sociaux, qui vont vraiment supporter cette baisse. Pour commenter concrètement, qui peut croire sérieusement qu'aujourd'hui les loyers sont élevés dans le parc social et pour ces raisons, le montant des APL a augmenté. On a entendu qu'il y avait un effet inflationniste des APL. Mais si le niveau des APL, si la masse des APL a augmenté en France ces dernières années, c'est avant tout parce que la précarité a augmenté, parce qu'il y a de plus en plus de publics qui ont été amenés à pouvoir bénéficier des APL en raison de leur situation économique et sociale. Et puis, juste pour compléter ce que vous venez de dire en introduction, ce n'est pas les locataires du parc social qui sont aujourd'hui les principaux bénéficiaires des APL, puisque la majorité des APL est touchée par les locataires du parc privé. Mais alors, pardonnez-moi, on marche sur la tête. Vous nous dites que ça aurait dû concerner le privé, et c'est vous qui allez supporter cette baisse. Comment vous l'expliquez? Est-ce que le gouvernement ne veut pas aussi, tout simplement, vous faire changer un petit peu d'orientation, que vous vous occupiez un peu moins du patrimoine existant et un peu plus de la construction? Je crois malheureusement que c'est avant d'être une stratégie logement, c'est une stratégie Bercy, ce plan. Il a simplement été dicté, en tout cas en ce qui concerne les bailleurs sociaux, par la volonté de trouver entre 1,4 milliard et 2 milliards d'euros d'économies. Aujourd'hui, on a entendu que c'était 1,4 milliard, ça n'a pas été écrit dans les documents qui ont été remis, mais en tout cas, c'est la somme qui a été prononcée lors de la conférence de presse. Et nous, on est très inquiets bailleurs sociaux pour de multiples raisons. Parce que, certes, ça n'aura pas d'incidence directe sur le pouvoir d'achat des locataires, mais on pense que cela va avoir des conséquences directes sur leur vie quotidienne. C'est-à-dire rénovation, investissement, l'ensemble de la chaîne de production, l'ensemble de la chaîne de production du logement, avant tout les investissements, parce qu'on va, en ce qui concerne les offices publics, nous supprimer 80% de nos capacités d'investissement. Donc les conséquences vont être dramatiques pour les locataires,
pour les demandeurs également, mais également aussi pour les salariés du bâtiment, puisqu'on fait fonctionner entre 30 et 40% de l'activité du bâtiment en France. Pédagogique. Est-ce que c'est vraiment le cas, Alain Pour Guinin? être très pédagogique, il faut bien comprendre que l'ensemble des problématiques du logement, c'est une chaîne et qu'on ne peut pas regarder un bout et pas l'autre. Si demain matin, un opérateur comme Nexity, qui produit des logements libres, il est aussi obligé de produire des logements sociaux, parce que la loi SRU lui impose un certain nombre de logements sociaux. S'il n'a pas ces logements sociaux demain matin, il ne produira pas non plus les logements libres, puisque c'est pas un petit bout. Je fais pas 20 logements au milieu de nulle part pour la primo-accession ou pour l'investisseur Pinel. Je fais un ensemble de sujets. Donc dès qu'on touche à un des éléments, on touche à l'ensemble. S'il y avait un reproche, non, c'est pas ça. Bon. S'il y avait un reproche sur ce plan qui a été proposé, c'est que c'est un plan qui nécessite du temps. D'ailleurs, ils en ont pris compte, puisqu'ils en ont pris acte, puisqu'ils disent le Pinel pendant 4 ans. Mais en même temps, ils prennent des mesures immédiates, comme ce qu'ils envisagent de faire sur l'APL ou sur les zones dites de densité moindre, pour supprimer des avantages fiscaux, du prêt à taux zéro ou de l'APL accession. Ces sujets-là, ça prend, quand on va parler de choc foncier, entre le moment où on va dire aux communes, tiens, il faut fabriquer plus de terrain, il faut fabriquer plus de logements sur le terrain. Il faut bien commencer à un moment pour que ça porte fruit à un autre moment. Mais ça va prendre 4 ans. Donc pendant 4 ans, vous avez toute l'offre foncière qui va se constituer, qui sera probablement disponible moins cher dans 4 ans. En attendant, la demande ne pourra plus se faire. Les bailleurs sociaux seront probablement, si on ne leur donne pas la souplesse d'arbitrer mieux leur loyer, leur vente, etc., vont se retrouver en situation de difficulté. Et nous, les opérateurs privés, on ne saura pas quels seront nos clients, donc on ne mettra pas sur le marché. Vos contraintes, et donc, malgré tout, ça a un effet extrêmement pénalisant sur le court terme du marché. Sur le long terme, le plan est plutôt intelligent. Bon, c'est bien, voilà. On va voir les deux visions, mais Vincent Pavanello et Pierre Madec, vraiment sur les APL, est-ce que selon vous, le gouvernement a vraiment proposé une réforme structurelle? Et est-ce que vous êtes d'accord pour dire, Vincent Pavanello, que ces APL, elles sont inflationnistes? Elles font mécaniquement augmenter le prix de ces loyers. Ça, c'est important. Je pense qu'elles le sont en partie. Ça a été plus ou moins prouvé. Mais Elles l'ont été. Pardon, elles l'ont été en tout cas, ça c'est sûr. Si on veut revenir un petit peu, et là aussi, je sens un peu du logement. Je pense que la vraie question de long terme, au-delà de savoir si la note est trop salée pour les bailleurs sociaux, à vous entendre, je crois qu'elle l'est vraiment, et il y a besoin de temps. Mais la question de long terme, c'est de savoir comment est-ce que la France peut garder et maintenir ce système de solidarité qu'est le logement social dans un contexte de cadre budgétaire contraint. Et là, la seule réponse, ce sont les gains de productivité dans la construction et dans l'exploitation. Tout le reste, c'est est-ce que c'est Pierre qui va payer ou est-ce que c'est Paul? Mais en fait, à la fin des fins, c'est est-ce qu'on est capable de construire moins cher? Ça, c'est la vision d'ensemble, elle est importante. Mais et juste, je vais donner un exemple très concret. Par exemple, prenons quelque chose qui arrive souvent dans les logements sociaux, les fuites d'eau. Aujourd'hui, on les détecte très mal et ça coûte très cher de régler le problème. Si demain, on arrive à trouver des solutions, là encore une fois, je suis dans le long terme, je ne dis pas que c'est le débat de demain matin, là, on fait des vrais gains de productivité et là, on se donne les moyens de maintenir ce système de solidarité. Mais c'est la seule façon à long terme de le maintenir. Vous êtes sur long terme, je reviens quand même aux APL, c'est quand même un élément important. Pierre Madec, elles coûtent combien les APL? 18 milliards? Alors, elle coûte 18 milliards et tout le monde dit qu'elle coûte de plus en plus, ce qui est totalement faux. Tout le monde dit, les APL, le budget des APL n'arrête pas d'augmenter. Le chiffre qui est intéressant de regarder, c'est quand on rapporte le montant d'aide personnelle au logement au PIB, depuis 1996, donc c'était il y a 20 ans, on a toujours un point de PIB, en gros, de dépenses en aide personnelle au logement, alors que la dépense en logement des ménages, elle, n'a cessé d'augmenter. Donc, on peut continuer à raconter, regardez, on dépensait 2 fois moins il y a quelques années. Bon, en fait, 2 fois moins, c'était pas il y a quelques années, c'était il y a 25 ans. Et en fait, rapporté à la richesse nationale, on dépense toujours autant, alors que la dépense des ménages en logement n'a cessé de croître. Il faut quand même le rappeler. Le deuxième point, c'est en effet, il y a sûrement des gains à faire au niveau du logement social, mais il faut savoir qu'on a un système de logement social en France que tout le monde nous envie. On a un système de financement. Pour autant, faut-il ne pas y toucher? C'est la question que je vous pose. Mais alors, on ne peut pas s'opposer forcément, on ne peut pas être taxé d'être conservateur uniquement parce qu'on s'oppose à des mesures qui sont des mesures en réalité très paramétriques. Le gouvernement, c'est simple, ils veulent faire des économies. Là où on peut faire des économies, c'est dans le parc social, parce qu'on peut décider du niveau de loyer. Et le reste, j'ai envie de dire, on s'en fiche un petit peu. Le vrai problème, c'est qu'en effet, il y a une incohérence profonde dans le discours du gouvernement.
Le problème, c'est pas les APL, c'est les loyers. Pourquoi on enlève les APL dans le parc social et pourquoi on s'attaque pas à réguler plutôt ce qui se passe sur le marché locatif privé? Le problème, c'est la construction. Quelles sont les mesures de très court terme qui vont permettre ce choc d'offres? Il n'y en a pas en fait. C'est des petits ajustements. On verra dans 4-5 ans quel sera l'effet. Il y a une incohérence un peu globale dans ce plan qui vient peut-être en effet de la précipitation du gouvernement sur le sujet. Mais on peut être que déçu en tout cas quand on écoute les annonces. On va en parler dans quelques instants, Alain Dina, juste parce qu'il y a donc le choc de l'offre, les APL, le plan pour les jeunes aussi. Il a été beaucoup question des jeunes. Est-ce que vous pensez vraiment que ces mesures sont orientées pour les plus jeunes d'entre nous? On va continuer à en parler. C'est un thème important. On a du temps pour cela. Ce sera juste après la pause et le rappel de la... Sonia. Merci Anthony, à tout à l'heure. Des mesures sur le logement, un choc de l'offre souhaitée, des économies, beaucoup d'économies à réaliser. Alors à quoi ressemble cette réforme sur le logement et qui concerne-t-elle en premier lieu? On va justement écouter le ministre Jacques Mézard à ce sujet où il parle de la jeunesse au cœur, selon lui, de ce plan logement. Le logement, dans notre pays, est encore trop souvent facteur de graves inégalités avec des catégories de nos concitoyens qui sont particulièrement touchés. Je pense en particulier aux jeunes. Et nous constatons dans la catégorie des jeunes qu'entre 18 et 22% de leur budget est lié au logement, ce qui est presque pratiquement le double de l'ensemble des ménages. Et nous proposerons des solutions adaptées à ces situations particulières. Alors ce constat n'est pas nouveau, malheureusement, l'injustice dans ce secteur du logement. Stéphane Dauphin, est-ce que dans ce plan logement, justement, il y a véritablement des mesures, une action en faveur de la jeunesse? Alors, il y a une annonce effectivement de plan en ce qui concerne le logement étudiant. Effectivement, qui concerne pour partie les bailleurs sociaux, puisqu'on accompagne... En tout, plus de 80 000 logements. C'est ça, on accompagne sur les territoires aujourd'hui le développement du parc de logements étudiants. C'est le cas à Paris, c'est le cas dans les métropoles également. Là, il y a un petit boni supplémentaire en termes d'objectifs, mais c'est une confirmation d'enjeux et de réponses aux besoins qui sont ceux aujourd'hui des étudiants dans les grandes villes, même si en parallèle, on se réintéresse à leurs APL. Donc, voilà. Alain Dina. Dans les 80 000, c'est 60 000 logements étudiants et 20 000 pour les jeunes actifs. Exactement. Alors, si on dit que c'est l'ensemble de ces 80 000 sur 5 ans qui va dans le logement social, il faudra poser la question du financement du logement social. Après, si on veut, ce qui serait légitime, au fond, si on se projette à 10 ans, ça serait bien qu'il n'y ait plus ces problèmes de fiscalité, qu'on puisse avoir une politique du logement qui se tourne vers l'urbain, vers la densité, vers les évolutions de population, vers la croissance démographique, etc., beaucoup plus que sur les problèmes fiscaux. Donc si on veut mettre, par exemple, le secteur privé s'intéressant au logement étudiant, chez Lexity, on gère 15 000 logements étudiants. Si on veut faire baisser les loyers, il va falloir qu'on trouve quelqu'un pour les acheter. Donc, ils vont les acheter, pourquoi? Parce qu'ils vont avoir un rendement ou des garanties ou quelque chose comme ça. Donc voilà, il y a un sujet à traiter. Dire on veut faire 80 000 logements pour les jeunes, très bien. Et en même temps, dire aux mêmes jeunes, j'envisage de supprimer l'APL accession. Alors c'est quoi l'APL accession? L'APL accession, c'est ce qui permet à un jeune couple qui a 2 000 ou 3 000, en dessous de 3 000 euros de revenus, de s'acheter un logement et de passer dans le fameux 33% d'endettement bancaire. Le supprimer, comme c'est en train d'être fait, permet aujourd'hui de dire à des étudiants, à des jeunes ménages, vous n'avez plus le droit d'acheter. Il y a une espèce d'incohérence dans l'ensemble des mesures. Voilà, il n'y a pas de vision générale, il n'y a pas de vision globale, il n'y a pas d'écoute au sens de... Vous avez commencé soft et là, vous... Parce que, vous êtes beaucoup plus sévère sur la réforme. Non, mais les réformes en elles-mêmes, si on les projette sur le très long terme, très bien le choc de l'offre. Bon, mais c'est quoi le choc de l'offre? Alors le choc de l'offre, ça veut dire, on va dire au terrain, sur un terrain donné, ce qu'évoquait monsieur tout à l'heure, on va pouvoir construire plus de logements. Je vous donne un exemple. J'achète un terrain en banlieue parisienne à une entreprise connue qui est PSA il y a quelques années, sur lequel j'ai le droit de faire 600 logements. Ce terrain, je l'achète à un certain prix. Le maire me dit, si on fait les 600 logements, je vais devoir faire des équipements publics. Des crèches, des écoles, des routes, etc. Ça va de soi, oui. Donc on ne fait pas les 600 logements. Alors il dit, si, on va les faire quand même. Alors il dit, d'accord, c'est vous qui payez les équipements publics. Eh bien, le choc de l'offre, sans analyse de qui paiera les équipements publics,
Le choc de l'offre sans poser la question de quel type de population, C'est une les chaîne, jeunes, on les a bien vieux, les compris. monoparentaux, etc. Oui. Tous ces éléments-là, c'est ça qui fait une politique globale du logement. C'est pas le problème de savoir si je supprime le Pinel en B2, si je donne de l'APL logement, si c'est juste ou si c'est pas juste. La question n'est pas là. C'est la question, vision c'est d'ensemble. nous serons 4 millions de familles de plus dans 12 ans. 4 millions de familles de plus. On les concentre que sur les territoires des grandes zones urbaines françaises, où on commence à réfléchir un tout petit peu différemment, et on leur fait quoi comme type Justement, d'habitat? comment réfléchir différemment? Vincent Pavanello, c'est ce que dit le gouvernement. Ils veulent faire mieux en dépensant moins. Déjà, avec cette équation, est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est l'équation, justement, impossible? C'est l'équation à laquelle répondent les entreprises tous les jours. Être chef d'entreprise, c'est faire mieux avec moins. C'est ce qu'on Il fait. n'y a pas de raison que... C'est l'équation à laquelle vous répondez en tant qu'entrepreneur. Oui, par exemple, il n'y a pas de raison Secteur. que le seul agent économique qui ne puisse pas répondre à cette équation soit l'État ou les collectivités locales. Je pense vraiment que là aussi, il faut sortir de cette idée, on peut faire mieux avec moins ou moins avec autant. Voilà, Oui, alors dans ce possible. secteur, où sont les poches d'économie potentielles? Le terrain, excusez-moi, le terrain, les coûts de construction, la fiscalité, éventuellement la marge des promoteurs. Sur le terrain, donner un avantage fiscal à ceux qui vendent leur terrain la semaine prochaine, sans leur dire qu'ils ont un plafond de prix. J'ai pas entendu, je ne sais pas si quelqu'un l'a vu, peut-être que je l'ai raté, mais il n'y a pas de plafond de prix. Donc il faut limiter le prix des terrains. Si je donne un avantage fiscal, il y a des compensations à avoir en permanence. Oui, Vincent Il y a un sujet Pavanello. qui, je pense, n'est jamais abordé en termes de politique de l'offre, c'est la démolition. Et là, j'aimerais revenir aussi un petit peu en arrière. Quand Haussmann a refait la ville de Paris, Oui, ce qui vous aujourd'hui revenez est vraiment salué- en arrière, là, oui. Revenir là, mais ce qui aujourd'hui est salué quand même comme un grand mouvement bénéfique d'urbanisme. Victor Hugo avait écrit une lettre en disant faisons la guerre aux démolisseurs. Et il est allé contre ça. Donc je pense qu'aujourd'hui, on doit être aussi capable d'aller un petit peu contre les gens qui veulent jamais rien changer. La démolition, ça permet de construire des immeubles qui sont plus modernes, dans lesquels on travaille mieux, dans lesquels on vit mieux. Et c'est très important. La conservation du patrimoine, on est tous pour, ça a un coût. Donc je pense que des fois, il faut dire quel est le coût pour conserver ce patrimoine et puis de... Pierre Madec, pour ceux qui Aujourd'hui, il y a nous regardent, juste ceux qui nous regardent, Pierre Madec, quelle est l'urgence selon vous? Quel est le principal objectif? Est-ce qu'il faut vraiment produire aujourd'hui davantage de logements abordables dans les territoires en tension? Est-ce qu'il faut construire plus parce qu'il faut utiliser différemment ou intelligemment ce qui est déjà construit? Non, Beaucoup alors, de collectivités il faut locales évidemment- vous disent il faut tout simplement ou faire les deux ou réaménager les choses différemment. Le problème, c'est qu'il n'y a pas une crise du logement en France. Il y a plusieurs crises du logement en France. Il y a la crise du logement cher, qui est la crise des zones tendues, Paris, les grosses agglomérations françaises. Et il y a une crise que connaissent très bien les bailleurs sociaux, qui est la crise des territoires détendus, où il y a très peu de demandes. Il y a des prix du logement social qui sont proches des loyers de marché. Et cette crise-là, on n'en parle pas. Mais la vraie déception du plan de ce matin, elle vient de l'aspect qu'a soulevé M. Dinin, c'est que on s'attendait à une réforme fiscale, on s'attendait, quand on était un petit peu naïf comme moi, à une réforme fiscale un peu d'ampleur, qui prendra à Alors vous êtes bras-le-corps le naïf problème. depuis de nombreuses années parce qu'elle n'est pas venue depuis longtemps cette réforme fiscale. On s'est dit qu'on avait un nouveau pouvoir en gouvernement. place qui était volontariste, qui voulait vraiment faire ce choc d'offres sur le long terme, et que donc il y aurait une réforme de la fiscalité immobilière qui pèse en effet, mais le problème... Je suis moins allergique aux impôts que M. Dinin, mais Plus, c'est pour ça. le problème, il vient pas tellement de la lourdeur de la fiscalité immobilière, il vient de sa constitution. C'est qu'il y a une grosse partie de la fiscalité immobilière qui pèse sur les mutations, sur l'investissement, alors que la fiscalité immobilière devrait plutôt reposer sur la détention à la fois de terrain ou de bâti. Donc on pourrait s'attaquer à ça. Il y a des réformes assez simples, Oui, c'est auquel on- toujours facile à dire. ouais. Quand on ne fait pas de réforme, oui, c'est d'autant plus facile à dire. Mais par exemple, une réforme de la taxe foncière, une révision des valeurs locatives cadastrales, une réforme des droits de mutation à titre onéreux. Il faut voir que le débat qu'on avait tout à l'heure sur les prix immobiliers, en France, tout le monde a intérêt à ce que les prix immobiliers augmentent. Tout le monde a intérêt. L'État perçoit des recettes sur les prix immobiliers. Il y a 60% de propriétaires. Donc politiquement, faire une politique qui viserait à faire baisser les prix immobiliers, c'est juste impossible. Donc tout le monde a intérêt à ce que Vous les avez prix rappelé immobiliers ce augmentent. taux, c'est vrai, 60% de Et propriétaires. voilà, donc c'est très compliqué dans cette situation de mettre en place des réformes qui viseraient à soit faire baisser les loyers, soit faire baisser les prix immobiliers. Stéphane Foy, je vais vous laisser réagir, mais à chaque fois, je vous fais également réagir aux réactions. Elles sont nombreuses. C'est un sujet qui nous concerne tous sur les réseaux sociaux. C'est Citoyen Lambda qui revient à ce que nous disions tout à l'heure sur les APL et qui vous dit ceci. Mais les APL sont dévoyés de leur vocation première en contribuant à soutenir et à renforcer des prix locatifs surévalués. Vous n'arrivez pas à convaincre tout le monde apparemment. sur Dans ce le sujet. logement social, je ne pense pas que ça contribue à soutenir des loyers surévalués. Hein. À Paris, Dans les le logement loyers... privé, oui, mais dans à le Paris, social, les loyers, non, ils sont, dans le logement social, ils sont 4, 5, 6 fois inférieurs à ceux du parc privé. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les APL permettent à des familles qui ne peuvent pas
aujourd'hui de boucler leur fin de mois et de pouvoir avoir un toit. Aujourd'hui, par exemple, à Paris Habitat, le montant d'APL, il va de 12 € par mois à 800 € par mois. Et il y a 10% des locataires de Paris Habitat dont la totalité du loyer est couvert par les APL. Donc c'est aujourd'hui Juste autre question concrète et je vous laisse réagir. C'est Henri Mattei qui vous dit, qui réagit à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que cette baisse des APL que vous allez supporter en tant que bailleurs sociaux, celle des loyers plutôt, celle des loyers exactement, va avoir des conséquences sur, vous avez dit, notre vie quotidienne à nous, l'entretien, l'aménagement, la rénovation. Pourtant le gouvernement avait dit que c'était indolore. C'est une contre-vérité. Les effets sont peut-être indolores pour le portefeuille du locataire, puisque la baisse des APL sera compensée normalement par une baisse de loyer, mais ça ne le sera pas pour son cadre de vie. Ça ne le sera pas non plus pour les demandeurs de logement, parce qu'il y aura des capacités moindres à produire, pour les locataires en place des capacités moindres à réhabiliter et à même à faire du gros entretien, à entretenir le parc, à faire l'entretien quotidien. Déjà en tant que bailleur social, aujourd'hui bâtir un budget, c'est difficile parce qu'on choisit entre des urgences, entre des mises aux normes, entre des plans de réduction des charges. Déjà aujourd'hui l'exercice est difficile. Et les projections qu'on a, on sait que parmi les 260 offices publics en France, rien qu'avec la baisse des loyers, une centaine d'entre eux auront un autofinancement négatif. Et ça, dans la profession, c'est interdit. Et c'est pas mettre la clé sous la porte, mais c'est ne plus pouvoir financer ces travaux, ne plus faire face à la charge des emprunts. Et j'ai certains collègues qui se posent déjà la question de l'emploi dans les offices. Comme conséquence directe à l'un. Oui, mais le lien entre nos métiers fait que si eux ne produisent pas de logements sociaux, nous ne produirons pas non plus de logements libres, parce que la loi nous l'interdit. Donc, au final, c'est l'ensemble de la chaîne qui va se bloquer. C'est clair que si on veut faire baisser les prix de loyer ou le prix de l'immobilier, de toute façon, il faut construire plus, parce que c'est la fluidité du marché, c'est la loi de l'offre et la demande, aujourd'hui, depuis 40 ans, parce qu'on n'a pas arrêté de faire ce qu'ils font aujourd'hui, des petites mesures, je t'arrête un dispositif, j'en remets un autre, puis dans 2 ans, ils vont s'apercevoir que c'est une erreur, ils vont revenir en arrière, ils vont reposer un autre sujet. On n'a pas arrêté de faire des coups d'accordéon à la production, et au final, on n'a pas créé cette fluidité. Mais quand on parle de fluidité, il va falloir aussi que les élus locaux, si on parle de ville dense, acceptent la densité. Il va falloir construire haut. Il va falloir construire beaucoup. Donc pour ça, est-ce qu'ils vont accepter ça en même temps qu'ils se retrouvent face à des échéances électorales? Enfin, il y a toute cette problématique. Le sujet n'est pas d'une grande simplicité, mais si on veut faire baisser les loyers, par exemple, on va constater l'année prochaine, parce que le Pinel arrive sur le marché réellement l'année prochaine. Les produits, parce que Pinel, c'est 2014, fin 2014, oui. C'est un dispositif fiscal qui permet de bénéficier d'avantages fiscaux si on respecte un niveau de revenu faible des locataires et un niveau de loyer plafonné qui est plus bas, par exemple, que le plafond des loyers de la ville de Paris. Ça veut dire que c'est du logement, c'est du logement intermédiaire. Les loyers vont baisser avec ça. Pardonnez-moi, le ministre sur ce sujet, parce que certains pensaient quand même que ça allait être supprimé à fin 2017. Finalement, il est maintenu pendant 4 ans. Ça donne probablement un peu plus de visibilité aux investisseurs. On écoute sur ce sujet le ministre. Vous n'êtes pas d'accord sur le... S'agissant des dispositifs fiscaux Pinel et PTZ, ces dispositifs fiscaux aident aussi à la construction. Nous reconduirons ces dispositifs fiscaux et nous les reconduirons sur une durée de 4 ans. Nous donnerons donc une lisibilité très forte à l'ensemble des acteurs pour utiliser ces dispositifs fiscaux. Ceci étant dit, il est impératif de flécher ces dispositifs fiscaux dans les endroits où ils sont le plus utiles. De ce fait, nous reconduirons ces dispositifs fiscaux, notamment le dispositif Pinel, sur 4 ans, mais uniquement sur les zones A bis, A et B1. Reconduit avec des nuances, donc on ne va pas rentrer dans tous les détails. Pas dans les détails, mais c'est intéressant. Il parle de 4 ans, c'est-à-dire que ce qu'on évoque ici, qui est le temps, ils l'ont bien pris en compte. C'est pas par générosité qu'ils prolongent de 4 ans. C'est d'abord 50% de la production de logements résidentiels en France. Donc ça serait juste 70 000 logements qu'il faudrait arrêter de faire avec toutes les recettes que ça implique et tous les problèmes d'emploi et d'économie. Mais surtout, ils ont bien raisonné à 4 ans. Alors pourquoi est-ce que sur le reste, on n'a pas raisonné sur le long terme? C'est une question. Pourquoi est-ce qu'on ne se pose pas la question de dire laissons le temps aux offices HLM de se transformer? Pierre Madec, l'urgence est financière. L'urgence est financière, c'est le budget 2018. Attendez une seconde. Pierre Madec, pourquoi ce secteur du logement, c'est un éternel problème? Pas seulement en France, évidemment, mais combien de réformes, combien d'idées nouvelles, combien de changements de politique d'un dispositif ajouté, retiré, etc. Parce qu'une fois de plus, on fait des réformettes
sur des critères un peu paramétriques. Les dispositifs d'incitation fiscale à l'investissement locatif type Pinel, alors on a un désaccord avec M. Dinin sur le sujet, mais... sur la notion de logement intermédiaire voilà. seulement. Hein. On en fait depuis des années. 83. Il s'appelle Pinel, il s'appelait avant... Ils ont toujours le nom du ministre du Et Logement. vous ne dites pas que le gouvernement, vous ne dites pas Lézard. que le gouvernement consacre trop d'argent justement à ce secteur? Mais trop d'argent par rapport à quoi? Il faut regarder... À chaque fois qu'il y a un dispositif, il faut regarder les objectifs qui sont fixés, il faut regarder si ces objectifs sont remplis. Sur les APL, on peut raconter n'importe quoi, les objectifs sont remplis, ça solvabilise les ménages, c'est concentré sur les ménages les plus modestes, pour plus percevoir d'APL, quand vous êtes une personne seule, c'est un SMIC. On peut dire qu'à un SMIC, on est un ménage aisé, mais il faudra l'expliquer aux gens qui touchent le SMIC. Sur les dispositifs d'aide à l'investissement locatif tels que le Pinel, il y a énormément d'objectifs. On veut loger les classes moyennes, en zone tendue, on veut construire du logement qu'on appelle intermédiaire, donc avec des loyers plafonnés, et on veut soutenir le secteur de la construction. Le problème de ce type de dispositif, c'est que, premièrement, il coûte relativement cher. On a un désaccord là-dessus, mais le fait est qu'il coûte relativement cher. Ils soutiennent certes le secteur de la construction, c'est une réalité, les promoteurs le diront, mais ils ont du mal à produire du logement dans les zones les plus tendues pour les ménages des classes moyennes à des prix raisonnables. Donc ça reste un vrai problème. C'est une double peine finalement pour ces ménages. Ils n'ont pas les moyens et on n'arrive pas à la composition d'un satisfaire prix. ces Le besoins. problème, c'est le prix. Le prix d'un logement, c'est pas quelque chose... Enfin, quand on est dans un marché de l'ancien, c'est du stock, etc. Dans la fabrication d'un logement, c'est 30% sur un produit qu'on vend 120, c'est 25% de TVA et taxes, 30% de prix de terrain, 55% de coût de construction, 10% la marge du promoteur. Voilà à peu près les 120. Bon. Si on veut travailler sur le prix, il faut qu'on travaille sur tous ces éléments, mais pas juste sur un seul de ces éléments. Et bien entendu qu'on n'arrive pas à produire de Pinel dans les zones denses. Les prix sont tellement élevés que le rendement pour l'investisseur, il est nul. Donc, je n'ai pas dit que c'était de votre faute. Je suis d'accord que c'est le dispositif. C'est une réalité. Mais le sujet, c'est que quand on est... Pardon ? Puis c'est la réalité de la demande. Il y a des secteurs où... Voilà. Mais on ne peut pas demander à ce qu'il y ait un secteur locatif privé bas en disant aux investisseurs, au fond, on va vous taxer, on ne va pas vous reconnaître comme un investisseur, on va vous dire que vous êtes un rentier, on va vous taxer. Voilà. Si demain matin on se disait que ces gens-là étaient des industriels, comme ça existe, puisque vous faisiez référence aux pays, dans un certain nombre de pays, quelqu'un qui a investi dans l'immobilier pour de la location, c'est un industriel avec une fiscalité d'industriel, avec de l'amortissement, etc. On peut simplifier les choses. Pour élargir ce débat, le gouvernement, c'est l'une des contradictions supplémentaires, annonce qu'il y a besoin de logements. Il y a besoin d'un choc d'offres. Il y a une grosse réforme fiscale qui se prépare sur la fiscalité du capital mobilier. Et on exclut de la réforme fiscale qui pèse sur le capital mobilier. On nous dit la fiscalité sur le capital mobilier est trop importante. Mais on exclut de ça les revenus locatifs. On garde dans l'ISF la partie immobilière de l'ISF. C'est bien la preuve que, il y a une incohérence, une fois de plus, dans la mise en place des réformes. C'est-à-dire que si on a besoin de plus de bailleurs privés... Est-ce qu'il y a eu une fois, puisque vous êtes spécialiste de ce secteur, une réforme cohérente, d'ensemble, qui associe tous les secteurs qui sont ici présents? Qui est allée à son terme? Oui. J'en connais pas. Je porte un peu d'admiration à la loi Allure, mais qui n'est pas arrivée jusqu'à son terme parce que j'ai pas la même admiration à la loi Allure, mais par contre la loi SRU, avec Jean-Louis Borloo. C'est encore une référence, la loi SRU. La loi SRU qui pose un certain nombre de Mais problèmes. alors quelle leçon fallait-il retenir de la loi SRU? La loi SRU aujourd'hui a fait référence notamment sur le taux de logements sociaux dans les villes. Je crois que ça fait plutôt consensus aujourd'hui. D'ailleurs, le gouvernement a indiqué qu'il ne souhaitait pas toucher à ces équilibres, sauf par des micro-ajustements dans des secteurs bien particuliers. C'est la seule fois où on a eu une vision d'ensemble de la problématique. Alors après, on peut la critiquer, et long terme, avec des actions qui étaient court terme et qui ont été efficaces. Le long terme, justement, Vincent Pavanello, vous en parlez dans votre livre, L'immobilier de demain. À quoi il ressemble l'immobilier de demain? Et est-ce que ce secteur, dont nous parlons depuis tout à l'heure, est-ce qu'il s'est mis aux normes, je veux dire, des nouvelles technologies? Est-ce que ce secteur a été, justement, imprimé par les nouvelles technologies? Alors, en partie oui, mais moins que les autres. Ça, c'est vraiment ce qu'on explique dans le livre pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un secteur qui est extrêmement régulé. Je crois qu'on l'a dit beaucoup. Et mine de rien, l'innovation, elle a besoin parfois d'espace au sein de cette régulation. Et on en manque un peu d'espace en France pour innover. C'est un secteur aussi qui bouge moins vite puisque l'achat immobilier, par exemple, c'est quelque chose qu'on fait 3-4 fois dans sa vie. C'est pas ce qu'on fait tous les jours. Donc, on accepte plus facilement une qualité de service un peu moindre. Et puis, il y aurait d'autres raisons à développer. Mais ça explique pourquoi le secteur a un petit peu moins bougé. En France,
on innove quand même. Hein. Enfin, En France, non, mais les bailleurs sociaux, on est, Non, mais- moi, je pense qu'aussi fortement intégrés à la vie des collectivités. On porte aussi beaucoup de projets d'innovation. Ces jours-ci, par exemple, à Nantes, on est en train de construire la première maison Oui. logement social. Toujours On mieux aura faire, mais vous non, mais faites. évidemment, on est en train Après, à Paris de faire une tour Attendez, en bois de faudrait 50 qu'on mètres de haut. Je On dis, innove. il y a pas Les maîtres d'autres- d'ouvrage innovent aujourd'hui. J'entends bien, il y a pas, bon, si on prend l'exemple des syndics de copropriété, il y a pas, citez-moi un autre métier où il y a plus d'une personne sur deux qui est insatisfaite du service. Ça On est n'existe- d'accord. Voilà, je le dis. Alain Dinard, Alors on que chez termine nous- rapidement, il nous reste quelques secondes. Un conseil aujourd'hui dans l'immobilier avec les prix en ce moment. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous conseillez? Qu'est-ce vous qu'il qui faut êtes- faire? Oui. Il faut acheter Pinel là tout de suite. Hein Oui. Et il faut avoir en Dans les tête, moyens. non, mais il faut avoir en tête que la crise du logement de demain, elle va arriver au-delà des problèmes politiques par la hausse des taux d'intérêt. Et Merci. que la solvabilité des ménages, c'est vraiment la des bailleurs clé, sociaux. et des bailleurs sociaux, c'est la clé de tous les C'est la clé raisonnements. et c'est une chaîne dans ce secteur. Merci d'en avoir parlé. Merci pour vos analyses respectives. On aura l'occasion d'en reparler évidemment parce qu'avec le budget à venir, c'est lié puisque pour cette réforme du logement, des économies importantes sont à venir.